J'avais 27 ans, elle en avait 26, et notre mariage devait avoir lieu dans exactement 6 mois. Les faire-part avaient été envoyés, le domaine était réservé, et la liste finale des prestataires était épinglée sur un tableau en liège dans notre appartement. Ce tableau, rempli de rêves et de projets, a été la dernière chose vraiment heureuse que nous ayons partagée. Avec le recul, les signaux d'alarme ne ressemblaient pas à de subtils avertissements, mais plutôt à des fusées de détresse d'un rouge éclatant. Ils semblaient simplement faire partie du processus normal des préparatifs. Un peu de stress, quelques petites disputes concernant le budget, mais c'était bien plus que ça. Elle devenait irritable si je rentrais tard du bureau, même si je faisais des heures sup pour mettre de côté pour notre avenir. Elle passait des heures sur son téléphone à rire de SMS que je ne pouvais pas voir, et quand je lui demandais de qui il s'agissait, elle répondait simplement « Oh, juste des collègues ». Je lui faisais confiance. Je pensais que c'était sur cela que reposait une relation solide. Cette confiance fondamentale. Puis est arrivé son nouveau poste. Elle a obtenu une promotion dans un autre service et a commencé à travailler avec ce type, Hugo. Les premières semaines, je n'entendais parler que de lui, à quel point il était brillant et ambitieux. Thomas, tu ne croirais pas ce que Hugo est en train de faire avec la nouvelle campagne de com, disait-elle, les yeux brillants d'une manière qu'il n'avait plus eue pour moi depuis des mois. Il est tellement motivé, tu vois? C'est un vrai fonceur. Beaucoup de mecs de notre âge se contentent juste de la sécurité. Je n'avais jamais vraiment saisi la subtile insulte. Je me contentais de sourire et de dire que j'étais heureux pour elle. Et je l'étais. J'étais un partenaire d'un grand soutien, engagé. Un partenaire sécurisant, apparemment. Le coup de grâce a été une dispute à propos de notre voyage de noces. Nous avions toujours prévu un road trip sur la côte amalfitaine en Italie, mais il y a quelques semaines, elle a changé d'avis. Elle voulait aller à Dubaï. Son excuse était qu'Hugo y était allé récemment et que le style de vie avait l'air tellement plus incroyable. La conversation était étrange, froide. On aurait dit qu'elle était déjà ailleurs. Le jour où tout a basculé, c'était un dimanche. Nous étions chez ses parents pour le traditionnel grand repas de famille. Son oncle, un promoteur immobilier à succès, me posait des questions sur mes projets d'avenir. Je lui ai parlé de mon passage en CDI et de mon espoir de fonder une famille dans les prochaines années. Camille m'observait, le visage impassible. Il s'est tourné vers elle et a dit « Tu en as trouvé un bon, là, Camille. Un vrai mec bien. » Ce fut l'élément déclencheur. Elle a tourné brusquement la tête vers lui, puis vers moi, un petit sourire en coin jouant sur ses lèvres. Elle a attendu que sa mère quitte la pièce pour aller chercher le dessert, puis s'est tournée vers moi, la voix basse mais glaciale. Il a raison, Thomas. Tu es un vrai mec bien. Tu es prudent. Tu es rassurant. Tu as un plan de carrière. Elle s'est penchée un peu plus près, ses yeux plongeant dans les miens. Mais je ne veux pas d'un homme qui joue la carte de la sécurité. Je veux quelqu'un qui prend des risques. Quelqu'un qui peut m'offrir plus qu'un simple pavillon en banlieue et une assurance vie bien remplie. J'ai senti mon sang se glacer. De quoi tu parles, Camille? Elle a lâché un rire court et vide. Je t'ai parlé d'Hugo. On se fréquente tous les deux. Le monde est devenu silencieux. J'avais l'impression de l'entendre à des milliers de kilomètres de distance. Comment ça, vous vous fréquentez? Exactement ce que tu crois. Ça a commencé par le boulot, mais le courant est très vite passé. Il est ambitieux, Thomas. C'est un battant. Il a tout compris. Il veut parcourir le monde, vivre la grande vie. Il veut plus. Elle a fait une pause pendant un instant, et le sourire en coin sur son visage s'est élargi, plus assuré. Honnêtement, je ne vais pas m'excuser pour ce que j'ai fait. C'était une erreur, mais c'était nécessaire. Ça m'a montré ce qui me manquait. Nous sommes sur des chemins différents, Thomas. Tu te contentes d'une vie normale, mais j'ai besoin d'adrénaline. J'ai besoin de quelqu'un qui comprend ce qu'est l'ambition. Quelqu'un comme Hugo. Je l'ai simplement dévisagé, incapable de formuler une pensée cohérente. Elle a continué comme si j'étais le simple spectateur de son grand monologue. Ne fais pas un scandale. C'est gênant. Je pensais que tu comprendrais. Je veux dire, nous savions tous les deux que ça n'allait jamais marcher sur le long terme. J'allais toujours avoir besoin de plus. Elle s'est levée,
affichant un air suffisant et satisfait, et s'est dirigé vers la cuisine pour aider sa mère avec le dessert. Je suis resté assis là, paralysé, la bague de fiançailles à mon doigt pesant soudain comme un poids mort. Les bavardages de sa famille dans la pièce voisine, l'odeur de la tarte aux pommes, tout cela semblait surréaliste. Elle venait de détruire publiquement, avec suffisance et cruauté, toute notre vie, et maintenant elle allait faire comme si de rien n'était. Je ne pouvais pas rester. Je n'ai pas dit un mot. Je me suis simplement levé lentement, l'esprit totalement vide. J'ai attrapé le classeur d'organisation du mariage posé sur la table d'appoint, j'ai retiré les papiers à mon nom, et je les posai sur la coudoir du canapé. Puis, avec une dignité silencieuse que je ne me connaissais pas, j'ai franchi la porte d'entrée, laissant tout derrière moi, la bague, les projets, la vie que nous avions construite. La marche depuis la maison de ses parents jusqu'à ma voiture a été la plus longue de toute ma vie. Je me suis installé sur le siège conducteur et je suis resté assis là pendant 1 minute, la voiture silencieuse, le monde extérieur complètement flou. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. J'ai simplement senti un détachement froid et silencieux s'emparer de moi. L'amour que j'avais ressenti pour Camille, la vie que nous avions planifiée, tout cela s'était évaporé comme la brume matinale sous un soleil de plomb. Tout avait disparu, remplacé par un vide immense. Les jours suivants se sont résumés à un brouillard de démarches administratives. Il n'y a eu aucun grand geste dramatique. Je me suis simplement attelé à la sinistre tâche de démanteler un avenir. D'abord, je suis rentré chez nous et j'ai commencé à rassembler ses affaires. J'ai mis tout ce qui lui appartenait dans des cartons que j'ai déposés près de la porte d'entrée. L'appartement, autrefois rempli de notre vie commune, ressemblait à un musée vide dédié à une personne qui n'existait plus. Ensuite, j'ai commencé à passer des coups de fil. J'ai appelé le domaine, le traiteur, le digi, puis mes parents. Ma mère, une femme douce et sensible, a immédiatement perçu le changement dans ma voix. « Thomas, qu'est-ce qui ne va pas ? Tu te sens bien ?» a-t-elle demandé, son inquiétude palpable. Je lui ai raconté ce qui s'était passé, en omettant les détails cruels et arrogants. Camille et moi ne nous marions plus. Elle a décidé de tout arrêter. Le dernier appel a été le plus difficile. J'ai appelé sa mère. Je savais que c'était quelque chose que Camille aurait dû faire, mais je savais très bien qu'elle ne le ferait pas. Le téléphone a sonné 3 fois avant qu'elle ne décroche, la voix enjouée. « Thomas, est-ce que Camille a enfin validé le menu avec le traiteur ? Elle a été tellement prise avec sa nouvelle promotion. »« Non, Madame Dubois, » ai-je dit, les mots sonnant faux dans ma bouche. « Je vous appelle pour vous annoncer que le mariage est annulé. Camille et moi ne sommes plus ensemble. » Il y a eu un grand silence au bout du fil. J'ai simplement fait mes adieux et j'ai raccroché. Je ne pouvais pas rester là à lui expliquer l'égoïsme de sa fille. Ce n'était pas mon rôle. Mon rôle était de rompre tous les liens, de couper les ponts et de me retirer de sa vie aussi proprement que possible. Je lui ai envoyé un SMS après mon dernier appel. Ce fut le seul message que j'ai envoyé. Il disait « Tes cartons sont devant la porte. » Je me suis occupé des annulations. Adieu, Camille. Ensuite, j'ai fait ce que j'aurais dû faire depuis des jours. J'ai mis mon téléphone sur silencieux et je l'ai posé sur mon bureau. Pour la première fois de ma vie, je n'attendais ni SMS ni appel. Je profitais simplement du silence. Je ne me battais pas, je ne suppliais pas, et je n'étais pas en colère. Tout ce que je ressentais, c'était un vide immense et paisible. L'homme qui allait l'épouser était mort ce dimanche soir-là, et à sa place se trouvait un homme différent. Un homme qui, enfin, allait vraiment de l'avant. Pendant un temps, le silence a été mon seul compagnon. Je n'ai pas contacté d'amis communs ni traîné sur les réseaux sociaux pour avoir des nouvelles de la vie de Camille. Je me suis juste concentré sur la mienne. J'ai commencé à aller plus souvent à la salle de sport, j'ai repris ma vieille passion pour la menuiserie, et je me suis même inscrit à une formation en ligne pour obtenir une nouvelle certification professionnelle. J'étais tellement occupé à me construire une nouvelle vie, une planche de bois et une ligne de code à la fois, que je pensais à peine à elle. Mais la vie a cette fâcheuse tendance à vous servir des nouvelles que vous n'avez pas demandées. Ça a commencé par des bribes d'informations venant d'amis communs. « Salut mec, j'ai appris pour toi et Camille. Je suis vraiment désolé », m'a envoyé mon pote Marc un soir par SMS. J'ai juste répondu « Tout va bien, mec. Et toi, comment tu vas ?
Il n'a pas répondu tout de suite, puis quelques minutes plus tard, le message est tombé. Ouais, ça va. Mais écoute, Camille et Hugo, c'est un peu la galère en ce moment. Et voilà. La porte était entr'ouverte, juste un peu. Je n'ai pas cherché à en savoir plus, mais la graine de la curiosité était plantée. Puis, je l'ai revue à la soirée d'anniversaire d'un ami commun quelques semaines plus tard. La même arrogance satisfaite qu'elle affichait quand elle m'avait quitté était toujours là, mais ça semblait différent. C'était un peu trop bruyant, un peu trop forcé. Elle était accrochée au bras d'Hugo, riant de manière exagérée à ses blagues. Hugo, de son côté, avait exactement l'air du type brillant et ambitieux qu'elle m'avait décrit, du moins en apparence. Il portait un costume élégant qui avait l'air hors de prix, mais une énergie nerveuse et fuyante émanait de lui. Il a passé la majeure partie de la soirée sur son téléphone, criant de temps en temps un grand bonjour à quelqu'un à l'autre bout de la pièce. Il n'avait pas l'air de parler avec les gens. Il avait plutôt l'air de se donner en spectacle pour eux. Je me suis déplacé dans une autre partie de la pièce, mais les rumeurs continuaient de me parvenir. J'ai surpris une conversation à voix basse entre deux copines de Camille. Il est super bizarre en ce moment. Il dit qu'il a plein d'investisseurs pour sa start-up, mais Camille n'arrête pas de se plaindre de problèmes de fric. Les chuchotements se sont tus quand Camille est passée par là, mais le mal était fait. Des failles commençaient à apparaître. Puis est arrivé le crash final, aussi spectaculaire que fracassant. C'était le jour de mon anniversaire, quelques mois après toute cette histoire. Je venais de terminer de dîner avec ma famille et je faisais défiler le fil d'actualité sur mon téléphone quand j'ai vu la nouvelle. C'était un article d'un média local et le titre m'a fait l'effet d'un coup de poing. Le célèbre influenceur Hugo Martin mis en examen pour escroquerie financière et abus de confiance. L'article détaillait comment Hugo avait mis en place une vaste arnaque pyramidale sur plusieurs mois, récoltant des fonds auprès d'investisseurs pour une société fantôme. Son train de vie, les costumes sur mesure, les voyages, les dîners luxueux, tout cela était entièrement financé par ses victimes. Ce n'était que du vent, un véritable château de cartes. Et Camille, eh bien, l'article mentionnait qu'elle était considérée comme sa complice, bien que les charges retenues contre elle soient moins lourdes. J'ai verrouillé mon téléphone, je me suis adossé à ma chaise et j'ai senti un profond et silencieux sentiment de justice m'envahir. C'était satisfaisant, mais c'était aussi définitif. Le conte de fées pour lequel elle m'avait quitté venait de se transformer en cauchemar. Le soir où l'affaire d'Hugo a explosé, mon téléphone a commencé à vibrer sous l'avalanche de notifications. C'était un afflux de messages d'amis communs. J'ai répondu à quelques-uns, mais pour la plupart, je les ai simplement ignorés. Ce drame ressemblait à un film dont j'avais déjà quitté la salle. Ce crash spectaculaire n'était pas tant un moment de triomphe qu'une confirmation de ce que j'avais instinctivement su depuis le début. Quelques jours plus tard, le véritable test a commencé. J'ai reçu un SMS d'un numéro que je ne connaissais pas. Salut, je sais que c'est une bouteille à la mer, mais c'est Camille. Je sais que tu as sûrement entendu parler de ce qui s'est passé. C'est vraiment dur en ce moment. J'ai lu le message et j'ai posé mon téléphone. Je ne ressentais aucune colère, juste un vide total. Je ne l'ai pas bloqué. J'ai simplement laissé le message sans réponse. D'autres SMS ont suivi au cours des jours suivants. J'ai juste besoin de parler à quelqu'un. Tu as toujours été tellement doué pour écouter. Je me sens si stupide. Je suis tellement désolé, Thomas. Pour tout. Les mots sonnaient tellement creux, tellement désespérés. Ce n'étaient pas des excuses pour m'avoir trahi. C'était un appel à l'aide pour amortir sa chute. Je les ai tous ignorés. Puis, quelques semaines plus tard, le ton des SMS a changé. Les supplications subtiles ont laissé place à un ton plus agressif et égocentrique. Tu comptes m'ignorer comme ça? Je traverse une période vraiment difficile en ce moment. Je pensais que tu serais au moins quelqu'un de décent face à ça. Je sais que tu lis mes messages. C'est vraiment mesquin de ta part. Je veux juste qu'on s'explique. Malgré cela, je n'ai rien fait. J'ai laissé le silence être ma seule réponse. C'était une arme bien plus puissante que n'importe quel mot. Le coup de grâce, l'acte de désespoir ultime, est arrivé lorsqu'elle a franchi la ligne rouge que j'avais tracée. Elle a appelé ma mère. Mon téléphone a sonné et j'ai vu le nom de ma mère s'afficher. J'ai décroché, la voix un peu hésitante.
Thomas, mon grand, est-ce que ça va? Camille vient de m'appeler, a-t-elle dit, la voix mêlée d'inquiétude et d'incompréhension. Elle pleurait, elle disait qu'elle avait fait une terrible erreur et qu'elle se sentait tellement seule. Elle a dit qu'elle avait besoin de te parler. Un calme glacial s'est emparé de moi. Je devais protéger ma mère de ce drame. Qu'est-ce que tu lui as répondu? J'ai juste écouté. Elle était vraiment bouleversée. Elle essayait de me convaincre de te faire passer un message. Elle a dit qu'elle n'était plus la même personne, qu'elle avait retenu la leçon. Maman, elle essaie de t'utiliser pour m'atteindre, ai-je dit d'une voix grave et ferme. S'il te plaît, ne lui parle plus jamais. Je suis désolé qu'elle t'ait mise dans cette position. À partir de maintenant, bloque simplement son numéro. Ne réponds plus. J'ai tourné la page et tu dois le faire aussi. C'est son problème, pas le nôtre. D'accord, mon chéri, je vais le faire. Je suis tellement fier de la façon dont tu gères tout ça. Les compliments de ma mère étaient la seule validation dont j'avais besoin. La dernière fois que je l'ai vue n'était absolument pas prévue. Ce fut une pure coïncidence. J'avais rejoint ma nouvelle copine, Juliette, pour dîner dans un nouveau resto qui venait d'ouvrir. Nous étions en train d'entrer, riant d'une de ses blagues, quand je l'ai aperçue. Camille était assise à une petite table près de l'entrée, dînant seule. Elle avait l'air différente. Ses yeux étaient cernés et rouges, et son arrogance satisfaite avait disparu, remplacée par une sorte d'anxiété maladive. Elle faisait défiler l'écran de son téléphone, sans lever les yeux. Juliette et moi avons été installés à une table à l'autre bout de la salle. Nous avons commandé des verres et, alors que je parlais à Juliette, il m'est arrivé de jeter un coup d'œil dans sa direction. Camille me fixait directement, les yeux écarquillés par le choc. Elle m'avait vu. Elle m'a vu rire et elle a vu Juliette, qui me souriait d'une manière qui en disait long. Le rapport de force s'est inversé en une fraction de seconde. Son visage a blêmi lorsqu'elle a réalisé que l'homme qu'elle avait quitté pour avoir plus était maintenant heureux avec quelqu'un qui était, à tous points de vue, une femme d'un tout autre niveau. Quelques minutes plus tard, elle s'est levée et a commencé à marcher vers notre table. Juliette l'a vue s'approcher et m'a regardé d'un air interrogateur. J'ai simplement posé ma main sur la sienne et j'ai secoué légèrement la tête. J'étais très calme. Camille s'est arrêtée à notre table, son regard faisant des allers-retours entre moi et Juliette. Thomas, je peux te parler une minute? Seul? Je ne l'ai pas invité à s'asseoir. Je l'ai simplement regardé, le visage figé dans une politesse neutre. Camille, je te présente Juliette. Juliette, voici Camille. Et non, tu ne peux pas. Sa carapace s'est brisée. Écoute, j'ai besoin de te parler. S'il te plaît, juste une minute. Sa voix n'était plus qu'un murmure désespéré. Les choses vont vraiment mal en ce moment. Hugo m'a lâché. Ma famille refuse de me parler. Je suis tellement seul. Tu me manques. Nous me manquons. J'ai pris une lente inspiration et je l'ai regardé droit dans les yeux. Ma voix était calme et ferme. La personne que tu as connue, celle qui a planifié un mariage et essayé de construire sa vie avec toi, n'existe plus, ai-je dit d'une voix posée. Il a disparu à la seconde où tu lui as dit que tu ne regrettais rien de tes actes. La personne qui se trouve en face de toi maintenant a une nouvelle vie, de nouveaux projets et un nouvel avenir. J'ai fait un geste vers Juliette. Et je n'ai jamais été aussi heureux. Elle a ouvert la bouche pour parler, le visage décomposé par un mélange de choc et de désespoir, mais je ne lui en ai pas laissé l'occasion. J'espère sincèrement que tu trouveras ce que tu cherches, Camille, mais ce n'est pas ici et ce ne sera pas avec moi. J'ai reporté mon attention sur Juliette. Camille est restée plantée là un instant, silencieuse, avant de tourner les talons et de s'éloigner. Je ne l'ai pas regardée partir. J'ai simplement repris ma conversation avec Juliette, un paisible sentiment d'achèvement m'envahissant. Le fantôme de notre passé avait disparu pour de bon et j'étais enfin, véritablement libre.